Bonjour Michel-Édouard Leclerc, merci beaucoup d'être Bonjour. avec nous ce matin. Vous êtes président des centres stratégiques des centres Leclerc. On voulait vous recevoir ce matin parce que, évidemment, le pouvoir d'achat est plus que jamais au centre de l'actualité. Ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il en sera demain et même après-demain, ce qui nous attend, ce que vous pouvez faire en tant qu'acteur de la grande distribution, ce que le gouvernement a l'intention de faire, tout ça, on va le passer au crible. Mais on va commencer par les faits. Elle monte, l'inflation. On l'a encore beaucoup parlé. 4,8% en avril, 5,4% en juin selon l'INSEE. Ça va continuer. Vous nous dites que vous prévoyez une inflation à 6-7% cet été, c'est ça? Oui. Et donc, on est à peu près à la moitié de l'escalier de l'inflation. Il faut vous dire que tous les autres pays européens aujourd'hui sont déjà entre 7 et 9% d'inflation. Aux États-Unis, ça a même dépassé les 10%. Nous sommes protégés en France aujourd'hui par le bouclier énergétique du gouvernement. On vient d'apprendre qu'il va être prorogé. Ça diminue d'autant le point d'indice. C'est plus d'un point et demi d'indice qui est diminué. Mais les prix de l'alimentaire augmentent. Et tout ça, évidemment, ce n'est pas encore la faute à l'Ukraine. La faute à l'Ukraine, ce sera une couche supplémentaire qu'on aura à partir de l'été et à l'automne. Et donc, oui, pardon pour mon propos pessimiste pour le pouvoir d'achat, nous allons vers une société d'inflation. Vous n'avez probablement pas connu parce que vous êtes très jeune, mais moi, j'ai déjà vécu ça dès la fin des années 70 avec 2 crises pétrolières. Et évidemment, dans la distribution, même s'il y a beaucoup de jeunes autour de moi, on a chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan, chez Intermarché, on a des compétences pour lutter contre cette inflation, mais on est en train de mettre en place ces task force parce que c'est notre métier et c'est le moment de prouver nos promesses commerciales. Voilà, c'est une superbe intro. On reprend un peu sur les chiffres. Est-ce qu'une inflation, vous disiez aux États-Unis, c'est une inflation à 2 chiffres? Oui, presque. En Espagne, c'est 8,4%. Nous, c'est 4,8%. Vous confirmez donc 6-7% cet été. Est-ce qu'on va arriver à une inflation à 2 chiffres en France? Peut-être pas. Alors, en tout cas, je pense qu'à la fois la Banque centrale, les institutions voient le péril de laisser trop exploser cette inflation, puisque ça entraînerait évidemment, et ça va entraîner et légitimement des demandes de salaire, des demandes de transferts sociaux, mais ça va faire remonter les taux d'intérêt aussi. Moi, je pense qu'il y a une certaine ambiguïté dans l'attitude des gouvernants en Europe et même en France. Une partie de l'inflation là, que nous payons dans les magasins, je parle pour les consommateurs, c'est de l'inflation qui a été voulue pour aider les agriculteurs, voulue pour aider les industriels. Le gouvernement a créé une loi pour qu'on tienne mieux compte des coûts de l'agriculture. Et donc là, pour aider les producteurs. Pour aider les producteurs. Vous faites allusion à Egalim 1 et bientôt Egalim 2. C'est-à-dire que maintenant, dans les négociations commerciales, il y a un volet voulu par le gouvernement, par Julien Denormandie, et qui n'est pas critiquable en soi après 5 années de déflation, et qui dit, maintenant, que vous soyez restaurateur, que vous soyez industriel ou distributeur, vous devez tenir compte de l'évolution des coûts de production de l'agriculture. Donc ça, c'est ce qu'on paye maintenant, c'est un réajustement, si je puis dire, de l'inflation. Et puis, il y a évidemment cette inflation importée, crise de l'énergie, le prix des conteneurs, des transports, après la reprise d'après-Covid. Et tout ça, ça s'additionne. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit de nos gouvernants, mais ils ont, alors qu'on était en pleine spéculation sur le marché des matières premières, que les industriels, évidemment, exerçaient leur lobbying, ils ont demandé aux distributeurs de reprendre le chemin des négociations. Et là, je vois que mes collègues des centres Leclerc me disent que sur 60% de notre chiffre d'affaires, on nous redemande des hausses de 8%. Qu'on ne va pas accepter, je vous le dis tout de suite, qu'on ne va pas accepter. Et qu'on va négocier, et on n'acceptera que les hausses sur justificatif, mais vraiment sur justificatif, avec beaucoup d'investigations. Ça, c'est très important aussi, on va y revenir, mais vous ne voulez pas... le but d'Egalim 2, et d'Egalim 1, c'était de protéger les producteurs, ceux qui étaient vraiment au départ de la chaîne. Vous dites aujourd'hui, ça a ses limites. Je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce n'est pas que l'Ukraine. Non. Mais l'Ukraine, ça va arriver.
Oui. Alors, quand même, la guerre en Ukraine en tant que telle crée des tensions sur les marchés de l'énergie. Oui. Mais sur les prix de l'alimentation, ça a un prix. Remarquez, ça a un impact aussi, parce que l'alimentation, il faut la transporter, donc ça coûte plus cher à cause des prix de l'énergie. Cela dit, la guerre en Ukraine, son impact, il va arriver quand? De façon importante. Donc aujourd'hui, l'impact de la guerre en Ukraine se fait sur les anticipations de prix de matières premières. En Ukraine, il y a les céréales, grenier à blé, tout le monde l'a dit. Dedans, il faut mettre les exportations russes qui sont sanctionnées. Donc c'est 20 à 30% de l'exportation de grains qui, pour demain, sont aléatoires. Qui dit rareté dit hausse des prix, pas au niveau du consommateur, mais au niveau des grands acheteurs que sont les industriels. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir une incertitude. Mais vous voyez, qu'est-ce qui crée cette flambée ? C'est cette rareté. Et qu'est-ce qui fait que ça fait monter les cours? C'est la financiarisation pour beaucoup du marché des matières premières. Ce ne sont pas tant les industriels aujourd'hui qui achètent cher sur ces marchés par anticipation. On appelle ça le marché des futurs. Hein, c'est des marchés à terme. Non, c'est des gens... Il y a plein de liquidités dans l'économie. Ils trouvent plus intéressant de faire l'économie du loto, d'acheter, de faire des coûts sur le marché des matières premières. Ça fait flamber le cours, et même les industriels, du coup, ils se demandent s'il faut acheter à ce prix-là. Donc là, vous voyez toute une sphère spéculative dont on peut imaginer qu'on va être obligé de les acheter à ces cours-là. Ça va nourrir les bénéfices de sociétés financières, peut-être de sociétés qui stockent des grains et tout ça. Mais ça, c'est pour une inflation après l'été, quoi, après les récoltes et après l'été. Aujourd'hui, on a à gérer déjà pour les consommateurs une inflation chez nous de ce qui a été récolté l'année dernière. Et il faut se battre pour baisser les marges. Mais ce que nous dit le gouverneur de la Banque de France, on va regarder un peu, on ne sait jamais, ça peut s'arranger. Mais il le dit, ça va commencer à baisser au début de l'année prochaine, 2023. Et on revient à une inflation à 2% en 2024. Monsieur Villeroy de Galhau. Ouais, lui, comme Madame Lagarde, comme les économistes des grandes institutions, se sont largement plantés. Parce qu'au fond, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les dernières fois où nous nous sommes vus, et notamment à la fin de l'année dernière, je suis venu vous dire, mais sur la base tout simplement des prévisions d'achat, pendant qu'eux disaient que l'inflation ne dépasserait pas 2,50, mais ils l'ont écrit. Relisez les pages saumon du Figaro, relisez les Échos, relisez les dépêches de l'AFP. Ils disaient à la fin de l'année dernière qu'il y aurait une inflation à 2,50 et puis que ça rebaisserait en 2023. Ils ne voient pas. Il n'y a plus d'indices grands acheteurs. La guerre n'avait pas été déclarée encore. Mais enfin, le prix du gasoil, tous les automobilistes peuvent vous dire, il a flambé un mois avant la guerre en Ukraine. Oui, on en avait parlé aussi ensemble. C'est important de faire une analyse factorielle quand on est dans l'action pour pouvoir savoir sur quel bon levier, pouvoirs publics et privés, doivent agir pour lutter contre ça. Et alors, ils se plantent aussi, là? Là, je pense qu'ils se plantent, oui. Puis, alors, d'abord, jusqu'à 2023, quand vous êtes salarié, petit retraité, quand vous avez un petit salaire, une petite retraite, des petits transferts sociaux, qu'on vous dit qu'il va falloir tenir jusqu'en 2023, que vous sortez du Covid, déjà, ça justifie des mesures. Bien sûr, vous voyez, il faut faire attention de ne pas être condescendant non plus. Justement, comment ils se comportent les consommateurs dans vos magasins? Donc aujourd'hui, les consommateurs sont stressés. Les plus aisés, ça ne change pas leurs habitudes, mais non. Les moins aisés, eux, ils supportent mais il y a beaucoup de moins aisés. Oui, ils sont les plus nombreux. Oui. Jusqu'aux classes moyennes, catégorie moyenne de revenus, d'abord, il y a une rationalité budgétaire qui s'est installée. Parce que là, on est en train de parler des prix des magasins, dans les magasins, des prix de carburant, mais les loyers repartent aussi. Et beaucoup de charges dites contraintes sont là, quoi. Donc, on voit que les consommateurs sont peut-être pas à 1 euro près, mais à 5 euros près. La loi climat nous avait demandé de supprimer les petits tickets de caisse en papier. On ne se précipite pas parce que tout le monde regarde. S'ils ne sont pas fait avoir, ils regardent les hausses de prix. Il y a des arbitrages familiaux beaucoup plus longs. Donc les achats lourds se font dans une période beaucoup plus longue, renouveler une machine à laver, tout ça. Et puis surtout, on descend de catégorie. On était parti pour se faire plaisir, pour des fêtes, à acheter un grand cru, une appellation. On achète la catégorie en dessous. On prenait une grande marque nationale qui avait fait de la publicité. On achète
une marque de distributeur, on achète un premier prix. Et donc ces comportements, jusqu'ici, la consommation tirait bien l'économie française. Là, on sent bien, depuis 15 jours, 3 semaines, et j'ai discuté avec mes collègues de Carrefour, d'Auchan, etc., on voit bien que la courbe de la consommation est très fragile. Or, il faut l'entretenir, parce que vous avez bien vu le déficit du commerce extérieur, c'est la consommation qui va tirer la croissance. Et alors, on a vu, d'ailleurs, c'était dans le journal de TF1, à 20h, il y a quand même des produits qui baissent dans Leclerc. On le sent moins, parce qu'effectivement, on est plus sensible à ce qui augmente, c'est humain. Mais dans le reportage de TF1, les baisses, le prix du jambon, la lessive, les couches et des soins pour bébés ont diminué depuis 1 an. Pas très importantes, mais ce sont des données... ça amoindrit un peu le mal. Enfin, voilà, dans cet océan de hausse, il y a des petites baisses. Oui, parce que je peux vous dire que le prix du jambon, il va monter. Hein. Bon, le cours du porc est très à la hausse, et tant mieux pour les agriculteurs. Mais aujourd'hui, un charcutier, un Fleury-Michon, il a des coûts d'électricité qui sont multipliés par 4, des coûts d'énergie, des coûts de transport, des coûts d'emballage. Donc le prix du jambon plus le coût des emballages, je doute que tout ça baisse. Ouais. Alors, vous y avez fait allusion plusieurs fois, il y a des solutions. Le gouvernement a annoncé hier en Conseil des ministres, à la fin du Conseil des ministres, que sa première loi... La première décision, dès que l'Assemblée nationale serait élue, c'est de faire voter un paquet pouvoir d'achat. Oui. Dans ce paquet pouvoir d'achat, il y a le bouclier tarifaire, donc prolongé pour l'énergie jusqu'à la fin de l'année, une remise de 18 centimes prolongée jusqu'au 31 juillet, et puis après, une aide plus ciblée. Oui. Sans doute gros rouleur. Une bonne décision, ça Oui, on peut prendre chaque aide ou chaque initiative pour elle-même, il faut regarder un ensemble. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec le propos du président de la République pendant le débat présidentiel. Il a plaidé pour des débats plus ciblés plutôt que des baisses de fiscalité générale, etc. Il a raison. C'est pas les plus riches. Vous voulez dire la baisse de la TVA proposée par... Je suis d'accord que devant l'accroissement de la pauvreté dans certaines régions françaises, il faut cibler, donner plus d'argent à ceux qui en ont besoin plutôt que de faire du saupoudrage. Maintenant, vous voyez, ce qui est pas bien fait, je trouve, c'est que justement, à force de parler de chaque système d'aide, et on va en reparler, il manque un ensemble. Et pour moi, je vais vous poser une question comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire qui est ministre de la Consommation ? Oui, alors je vous la retourne. Puisque, vous ne savez pas, hein, d'accord. Vous savez que depuis 4 ans... C'est moi qui pose les questions, mais vous voulez dire par là, je comprends bien que justement, on ne sait pas, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Depuis, je crois, Benoît Hamon, je crois qu'il n'y a pas de ministre de la Consommation. Et moi, sur une carrière de 45 ans, alors il y a toujours eu quelqu'un, une femme, un homme, souvent des femmes, qui... capter toutes les attentes sociales, les demandes sociales, et essayer de les reconstituer, ne serait-ce que pour pouvoir arbitrer face aux différents lobbies industriels représentés par un ministre de l'Agriculture, un ministre de l'Industrie, un ministre du Transport, etc. Moi, je crois que puisqu'on est dans une période de recomposition du gouvernement, je vais l'écrire au président de la République, je voudrais conseiller que l'on recrée un ministre de la Consommation, un ministre qui parle comme les gens, un ministre qui s'approprie les problèmes des gens, les problèmes quotidiens des gens. Vous ? Non, moi je suis plus utile justement dans la résolution des problèmes. J'ai des équipes formidables autour de moi, et d'abord ils ne me laisseront pas partir, et je me sens bien comme les gens. Et efficace. Ouais. Pas un techno pur. Pas un techno, quelqu'un qui parle... non pas la novlangue de la start-up économie, mais quelqu'un qui parle du prix des choses, du prix des transports, qui comprenne l'expression populaire, je n'ai pas dit populisme, mais l'expression populaire des problèmes, qui les reformalise et qui aille voir le ministre de l'Agriculture en disant « ok, le revenu des agriculteurs, mais quand même, toi, ministre de l'Industrie, ok, il faut le souverainisme, la relocalisation, mais quand même, quoi. » Pour que ce quelqu'un qui soit des pouvoirs publics, qui soit défenseur du bien public, fasse contrepoids à toutes ces demandes de chaque corporation, parce que sinon, ça va être des factures impossibles. Vous êtes un formidable avocat. Il faut lui envoyer un texto, parce que c'est en ce moment, il est devant sa feuille. Il faut recréer un ministère de la consommation et de la qualité de la vie. Monsieur le Président, dites-le sur LCI, Monsieur Macron. Monsieur Macron, il faut recréer un ministère de la consommation et de la qualité de la vie, un ministère qui comprenne les gens, qui retransfère à chaque ministère corporatiste les demandes sociales, et qu'on puisse y répondre à la fois une par une, et
que ce soit compréhensible pour les gens. C'est très important si on veut éviter la gronde sociale, elle menace, mais surtout, il faut parler aux gens le même langage qui est celui, le langage des besoins. Et puis, c'est un symbole. Le ministère de la Consommation, ça veut dire, oui, à travers la consommation, on s'exprime sur ce qu'on est, notre identité, notre communauté, nos rattachements à des valeurs. Ça se dit aussi, même dans une société mercantile, ça se dit par l'acte de consommation. Bon. On isole l'extrait, on envoie ça à l'Élysée immédiatement. De toute façon, il vous a déjà entendu. Bon, chèque alimentaire. Vous, je vous vois présidente du Parlement, c'est pas oui. mal. Ouais. Ah oui. Écoutez, un rôle de composition, hein. Parce que c'est pas du tout prévu. Chèque alimentaire dès cet été, donc ça, par exemple, aide ciblée pour 1 million de Français. Vous voyez, par exemple, comme on est, et c'est très bien, après le Covid, on reprend la narration des États généraux de l'alimentation, manger mieux, la nouvelle économie d'une agriculture plus économe en pesticides, agriculture raisonnée, voire agriculture bio. Bon, moi je suis pour. C'est un modèle de renouvellement de notre agriculture, un modèle alimentaire plus sain. Il faut y aller à fond. Les cantines, les gammes même du mass market, quoi, de l'économie industrielle, il faut s'appuyer là-dessus. Mais dire, on va faire un chèque alimentaire pour apprendre aux gens, déjà, qu'est-ce que c'est condescendant, pour apprendre aux gens à manger mieux, et on va faire des chèques qui iront uniquement pour acheter du bio, du durable, etc. Mais non, il faut faire des chèques alimentaires pour que les gens les plus pauvres puissent acheter du beurre, du lait UHT, du jambon. Il faut résoudre leurs problèmes. Il ne faut pas parler comme des profs pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils vont manger. Alors, c'est fou, vous avez raison, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc un chèque alimentaire pour résoudre les problèmes de pouvoir d'achat des Français. L'idée, c'était peut-être aussi d'orienter les achats sur les filières françaises. Oui, mais vous savez, les distributeurs français de toute l'Europe sont ceux qui achètent le plus national. Leclerc achète 100% de son porc en France, pour ne pas dire en Bretagne, ça c'est le breton qui parle, Carrefour, Casino, etc. Par contre, nos fournisseurs, regardez, il y a beaucoup de pays d'origine européenne. Or, on garantit aujourd'hui avec la loi Egalim un même prix pour le porc français que le porc importé. Ça, c'est des choses quand même qu'on pourrait revoir. Il y a une autre chose qu'on pourrait revoir et qu'il faut revoir, c'est l'interdiction qui est faite à Leclerc, mais à tout distributeur qui est pas cher, comme Intermarché, Lidl ou Aldi, de vendre moins cher. On est obligé de prendre une marge de 10% sur des produits alimentaires sous prétexte que cette marge devrait trouver un moyen de ruisseler vers l'agriculture. Voilà, c'est des conneries. C'est des conneries. Le Parlement en a discuté pendant des années. Ça ne marche pas. Mais non, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il y a eu 3 rapports parlementaires qui disent que ça ne marche pas. Donc vous voyez, 10% de marge. Voilà, nous, en baissant nos marges de ces 10% sur ces produits alimentaires, déjà, on pourrait peut-être faire l'économie du chèque alimentaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, économie privée, par la concurrence entre nous et par le fait qu'on pourrait prendre sur les marges, on pourrait faire tampon et baisser les marges sur ces produits-là. De toute façon, prendre une marge sur le Coca-Cola, sur le café, sur le cacao, ça bénéficie pas aux agriculteurs. Parce que l'idée, c'était quand même aussi d'aider les producteurs. Mais vous dites que ça ne marche pas. Il faut aider les producteurs. Mais vous voyez, dans un hypermarché, quelle que soit l'enseigne, sur 60 000 références, les 2 tiers viennent de grandes sociétés multinationales. Et donc, autant on peut laisser passer l'inflation et on peut accompagner ça en baissant sur nos marges pour les producteurs français, les PME françaises. Pour le reste, il ne faut pas faire payer aux consommateurs les dividendes de Nestlé, de Mars, des grandes boîtes. D'ailleurs, ils sont d'accord avec ça. Plusieurs questions encore précises. Votre avis, par exemple, ceux qui disent aider au pouvoir d'achat, c'est d'abord augmenter les salaires. Oui. C'est d'abord ça qu'il faut faire. C'est en même temps ça. Est-ce que vous augmentez les salaires des employés, des salariés de Leclerc pour les aider à faire face ? dans ma branche, dans la branche de la distribution, outre le fait que, je ne sais pas si vous, dans la branche des médias, vous avez un 13e mois, mais nous avons un 13e mois. Et puis, en ce moment, c'est une branche qui recrute. Et en tout cas, dans les centres Leclerc, on va créer 7000 emplois cette année. Donc, au niveau de la masse salariale, ça fait une sacrée croissance. 7000 emplois, avec des niveaux de qualification de plus en plus élevés, puisque le développement du digital, du web commerce,
de la logistique. Ça nécessite beaucoup de compétences. Vous trouvez d'ailleurs, parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. Oui. Là, nous venons de faire vous y arrivez. Une grande rencontre dans les magasins avec nos futurs salariés. Ça a très bien marché. Il y a eu 35 000 demandes pour 7 000 postes. Tout n'est pas encore en adéquation, mais ça a bien marché. Et puis, dans les centres Leclerc, nous avons un système d'intéressement et de participation. C'est mon père qui a voulu ça, enfin mes parents. Ont voulu ça pour donner leur nom. En contrepartie de réaliser des bénéfices et de s'enrichir, les centres Leclerc sont obligés de donner 25% du bénéfice avant impôt au personnel sous forme d'intéressement. Ça peut faire des 14 et 15 mois de salaire. Donc oui, ça participe du soutien, du pouvoir d'achat, en tout cas de nos salariés. Et que pensez-vous de notre proposition pouvoir d'achat aussi du gouvernement? C'est un service de location d'une voiture électrique à moins de 100 €. C'est encore très flou. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais c'est toujours sur la table. Alors, je ne sais pas si c'est une proposition du gouvernement, mais en tout cas, c'est une petite révolution dans le monde du secteur automobile. C'est Renault et Stellantis qui sont assez à la pointe, donc deux marques françaises, Stellantis et Peugeot notamment. Et nous sommes là-dedans. C'est-à-dire, Leclerc aujourd'hui est devenu loueur de voitures. On a plus de 25 000 véhicules. À mon avis, c'est le niveau d'un Europcar. On était parti, comme Système U d'ailleurs, sur des véhicules utilitaires. Et aujourd'hui, nous louons des voitures et nous louons des voitures électriques. La petite Spring de chez Renault, je pense que c'est de l'ordre de 5 € à 6 €, à quelque chose près. Je ne suis pas très sûr de mon chiffre. Il y a aussi autant de demandes que d'offres. Par jour. Ouais. Et donc, non, au début, c'est la pédagogie de la voiture électrique. Vous avez besoin d'une voiture pendant 2 jours. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Aujourd'hui, c'est l'usage que vous payez. Et c'est un petit peu comme un téléphone. Aujourd'hui, un téléphone, vous savez, la partie hard, la partie solide, ça vaut plus grand-chose. C'est l'abonnement qui compte. Et dans la voiture, c'est pareil. C'est l'avenir de la voiture, probablement, que d'avoir une valeur d'usage plus qu'une valeur intrinsèque. Et ça va beaucoup se développer. Les Français qui ont du mal à boucler les fins de mois, ils pourraient se tourner vers ce genre de dispositif mensuel. Moins de 100 €, c'est l'équivalent d'un plein mensuel de carburant pour une voiture thermique. Alors évidemment. Donc c'est ça le calcul du gouvernement. Encore faut-il le mettre en place. Oui, mais ça dépendra évidemment d'une certaine stabilité du prix de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité est en train de devenir moins chère pour ses usages que le gaz ou le pétrole. Mais comme vous le savez, là pour le coup, c'est un combat de Bruno Le Maire et du gouvernement au niveau européen. Puisque nous avons choisi les options nucléaires, normalement, la production française à majorité nucléaire devrait nous permettre d'avoir de l'usage énergétique moins cher que ces énergies fossiles. Mais encore faut-il gagner cette bataille, ou en tout cas bien la négocier au niveau européen. On parle des solutions. On revient un peu aux difficultés qui s'accumulent, la pandémie, la guerre évidemment, et alors la sécheresse. C'est un peu les 10 plaies d'Égypte en ce moment. Et Pascal Perry, dans la matinale, a mis le doigt sur la question du lait. Je voudrais qu'on en parle un instant, parce qu'on est gros producteur de lait. Et la sécheresse va évidemment peser sur le rendement et donc sur le prix et sur peut-être le nombre d'élevages. Est-ce qu'il pourrait y avoir une pénurie de lait? Il y avait un article dans Les Échos il y a 2 jours. Pénurie de lait envisagée, perspective en France. Je ne crois pas trop. Là-dessus, je pense que j'ai écouté Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui était interrogée aussi là-dessus. Non, il y a un problème de fond. Ce qu'on appelle la décapitalisation même du cheptel bovin en France. À force d'être peu rémunérés, beaucoup d'éleveurs arrêtent leur élevage. Et donc, que ce soit l'élevage pour la viande ou l'élevage laitier, il y a de moins en moins d'éleveurs. Maintenant, la consommation de lait décroît aussi. Il y a des politiques de nutritionnistes qui plaident pour boire moins de lait, en tout cas moins longtemps. Mais conjoncturellement, il peut y avoir un problème de sécheresse, mais sur le long terme, il n'y a pas de problème de lait, je ne pense pas. Et puis nous sommes très gros exportateurs de poudre de lait à travers le monde. C'est d'ailleurs aussi
une source de richesse pour les grands groupes exportateurs, les grandes coopératives ou les grands groupes comme Lactalis ou Yoplait. Ils vendent beaucoup de poutres de lait, de caséine de lait. Donc je ne pense pas qu'on va manquer... Enfin, il ne faut pas focaliser là-dessus. Il ne faut pas créer, en tout cas, d'anticiper de drames là-dessus. Ouais. Michel-Édouard Leclerc, là je m'adresse plutôt à vous en tant que grand témoin, observateur de l'économie. On a dit toujours plus de dépenses. Il va y avoir des dépenses du gouvernement pour le pouvoir d'achat. Plus de dettes, donc moins de marge de manœuvre. Et en plus, vous le disiez, Christine Lagarde qui annonce une hausse des taux d'intérêt, il y a une équation quand même sur les comptes qui est très très compliquée. Il va y avoir la réforme des retraites, peut-être. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts, Michel-Édouard Leclerc, pour ceux qui peuvent le supporter? D'abord, vous savez, même dans nos entreprises, on a ce débat permanent entre les financiers et les comptables qui disent... à ceux qui veulent faire de la croissance à tout prix. Les comptables disent le taux de la dette est élevé, il faudra rembourser. Et puis, il y a ceux qui font de la croissance et qui disent de toute façon, si on fait du chiffre d'affaires, on aura de quoi rembourser. Le pari du gouvernement, avec le quoi qu'il en coûte, moi, je crois c'était le bon. On est dans une compétition internationale. Avant de faire les comptes, il faut prendre les marchés. Et même si... la balance commerciale française n'est pas bonne parce que la valeur de l'énergie a explosé et donc ne fait pas jolie la photo. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison de soutenir l'activité économique. Vous savez, nous sommes alliés avec Coop en Italie, les grands magasins en Italie. On est allié Leclerc avec les magasins Révé en Allemagne, avec Ahold Delhaize aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Belgique. Et si on fait la comparaison des pays où chacune de nos enseignes sont implantées, la France, elle sort de la crise du Covid pas si mal que ça, du point de vue de l'emploi, du point de vue du chômage. Et donc, on voit aussi qu'à partir du moment où l'emploi repart, il y a très peu eu de faillites. Reconnaissez, il y a très peu eu de faillites dans notre pays. Et contrairement aux États-Unis, l'activité a été relativement bien soutenue. Les marques ont tenu leur rang. Oui, mais nos comptes publics sont plus dégradés. Oui, mais on va produire de la valeur et on va produire de l'impôt. On va produire des résultats, on va produire de l'impôt. Et donc, quand je vois mon secteur comparé aux autres secteurs européens, je pense qu'il est normal que les comptables et les financiers s'inquiètent. Mais je trouve que dans cette période où l'argent ne valait pas grand-chose, où il y avait un trop-plein de liquidité, je trouve que c'était bien de pousser l'économie française à investir dans la nouvelle économie. Ouais. Demain, est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Là, il va y avoir plus d'impôts par le soutien à l'activité économique. Donc avant... plus de recettes. Il va y avoir beaucoup plus de recettes. Vous croyez? Oui. Vous nous avez dit que je vous ferai remarquer d'ailleurs cette ambiguïté des partis politiques pendant la campagne et d'opposition de droite comme de gauche qui à la fois demandaient des baisses de TVA, des baisses d'impôts pour aider un tel ou un tel, et de l'autre côté qui plaidaient pour la réduction de la dette publique. Vous voyez, c'était un peu le tout et son contraire. Moi, je pense que tant qu'on a de la croissance, tant qu'on peut monter le compte tour à 7000 ou 9000 tours, on peut après le rebaisser. Mais il faut déjà aller prendre ces marchés et ne pas les laisser aux Allemands, aux Italiens, qui sont nos principaux concurrents sur la scène internationale. Il faut soutenir. Encore un mot, vous avez dit à quel point vous souhaitiez un ministre de la consommation. Donc le message est passé. Bruno Le Maire, ça a été un de vos interlocuteurs pendant 5 ans à Bercy. Très bon. Vous souhaitez qu'il reste, lui, ministre de l'économie et des finances? Je n'ai pas fait de politique pendant la campagne électorale. D'ailleurs, par contrat avec les centres Leclerc, comme je suis le porte-parole de la marque, je n'ai pas le droit de prendre position sur le plan politique. Mais je peux dire, humainement, techniquement, économiquement, on a eu pendant toute cette crise, depuis l'affaire des masques, où on ne savait pas si on avait le droit d'aller en chercher, jusqu'à la gestion de nos magasins, l'approvisionnement de nos filières agroalimentaires, on a eu un interlocuteur extrêmement méticuleux, attentif, rappelant les uns et les autres, lui-même mouillant sa chemise. Je sais qu'il n'avait pas fait un carton aux primaires de 2016, mais je peux dire qu'on a eu un interlocuteur loyal, exigeant. Il sait mettre des beignes aussi, mais oui, ce serait bien qu'on ait au gouvernement des personnalités de cette trempe-là dans une période où on sent que ça va être assez agité, quoi. Oui. Ouais. Vous craignez un troisième tour social, Michel-Édouard Leclerc? Je pense qu'il y en a qui en ont envie, et ils le disent, insoumission, rébellion, il n'y a pas qu'à droite, il n'y a pas qu'à gauche, à droite aussi, mais ça n'apporte rien, quoi, parce que en fait, quand on est
dans la France, on peut se situer toujours en irresponsabilité, mais le pays, la nation, et c'est un Breton qui le dit, le pays et la nation est aujourd'hui sur la scène internationale. Il est regardé par le monde entier, de l'Ukraine, mais aussi en Asie et autres. Et donc, il faut faire gagner la France. Et faire gagner la France, être dans l'action, faire des propositions, c'est rassembler le pays sur un projet français. Il faut rester leader en Europe. Et donc, c'est pas en cassant le jouet qu'on va y arriver. Bon, on en reparlera. Oui, on va en reparler. La réforme des retraites qui va en tout cas, arriver. À l'âge de la transmission... Vous avez quel âge ? Je vais avoir 70 ans cette année. Moi, je rempile, pas dans l'exécutif des centres Leclerc. Il y a toute une bande de jeunes qui a repris, des exploitants de magasins qui ont repris tout l'opérationnel. Mais moi, je suis aussi président d'une école de commerce, Neoma. Je suis pour que toute cette nouvelle génération ait conscience qu'on a un pays quand même qui est... on a de la technologie, on a du savoir-faire, on a des travailleurs qui ne demandent qu'à travailler. Je suis pas du tout... Et donc, il faut se mobiliser pour que la France reste leader. Et ben voilà, un appel à la mobilisation. Merci Michel-Édouard Leclerc. Et vous restez à votre poste, donc. Et je reste à mon poste. C'est là où je dois être utile. C'est là où je dois prouver mes promesses. Merci d'avoir été ce matin sur LCI. Merci de votre accueil. Michel-Édouard Leclerc. Bonne journée à vous. Et bien sûr, on suit l'actualité sur LCI toute la journée. Dans un instant, le temps de ce jeudi avec Guillaume.